2026, ça va être un peu un feu d'artifice, parce que ça va partir dans tous les sens. Cette nouvelle année, je suis sur les chapeaux de roue. Il y a un peu cette espèce de vivement que ça arrive, quoi. Tiens. On va passer des plaines brumeuses de la Valonne aux tavernes de l'Italie. On a la science-fiction qu'on n'a pas vraiment encore développée dans le studio. On retournera essayer de dompter des petits dragons mignons. Dans le studio, il y a une effervescence de voir comment ça va être reçu, ces nouveaux projets. Il y a tellement de choses à faire, là je suis sur les starting blocks. Ça nous a pris presque 15 ans pour trouver une sorte de modèle à la fois de fonctionnement, de comment travailler ensemble, quel rythme de publication. Tout cet ensemble de facteurs qui travaillent entre eux, les aspects créatifs bien sûr, mais les aspects aussi de construction d'équipe, de qui fait quoi, la gouvernance. Comment est-ce qu'on pilote un studio de création et après tout, le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? Il y a tellement de questions et tout ça, ça s'est fait. Et bien sûr sur les projets eux-mêmes, c'est-à-dire le temps de conception, parce qu'on a découvert ça sur le tas. Combien de temps est-ce qu'on met à faire un livre? Et évidemment, au début, on y va un petit peu à tâtons. Aujourd'hui, on a plus de data, on a plus de points d'expérience. L'organisation d'Agathe aujourd'hui, c'est principalement composé en deux structures assez distinctes. Il va y avoir le studio de création et la maison d'édition. Et la maison d'édition, ça va être vraiment les localisations. Tout le travail autour des rachats de droits, des traductions, mais ça va être aussi la fabrication, la logistique, le pôle financement participatif, voilà, tout ce qui a trait vraiment au côté développement éditorial pur d'un livre. Et la partie studio de création, on est vraiment dans nos propres IP. On va créer vraiment soit des systèmes, soit des univers globalement, mais on peut aussi créer des systèmes. Et on a tout ce qui est le multimédia autour, la création d'albums de musique, les jeux vidéo. On essaie vraiment de faire en sorte que nos univers ils aient plusieurs médias pour avoir une expérience la plus vaste possible dans l'univers qu'on a créé. Alors sur cette année 2025, je suis partagée entre plusieurs sentiments concrètement. Il y a le soulagement d'avoir pu sortir certaines gammes qui vraiment nous ont pris du temps à développer et à juste fabriquer. Et donc il y a plusieurs étapes de soulagement en fait. Et de contentement en même temps. On est très fiers derrière quand on reçoit un produit fini, on se dit « Ah ça y est, il existe, on peut le toucher, il est plus juste numérique ». D'un seul coup, paf, il arrive par la poste et on est là oh, « Trop bien ». On a envie de le prendre en photo, on a envie de le partager avec la communauté, un peu en préquel du moment où ils vont le recevoir, pour leur dire « Mais c'est bon les gars, on l'a, ça y est ». C'est trop bien, vous allez kiffer, ça va être trop cool. Et donc voilà, il y a plein d'émotions sur une année. C'est pas évident, mais à la fin, on est vraiment juste trop content, quoi. C'est un peu les montagnes russes, mais c'est toujours satisfaisant à la fin, sinon on serait plus là. Cette équipe, de l'avoir travaillé au quotidien, on est tout un groupe, c'est incroyable. Enfin, il y a plein de projets, c'est une véritable constellation de projets avec des dizaines et des dizaines d'intervenants. Quand on y pense, c'est beaucoup de personnes. En 2025, on a lancé 11 projets en financement participatif et on a livré 11 projets qu'on avait financés les années précédentes. Et sur ces 11 projets, il y a eu des nouveautés, des nouveaux jeux qu'on a proposés au public français. Et il y a eu un certain nombre de jeux en suivi de gamme.
Le suivi de gamme, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est-à-dire que quand on se lance dans un jeu, notre objectif, c'est pas de le laisser tomber une fois le livre de base sorti. En fait, c'est une question déjà de respect pour notre communauté, pour les gens qui achètent le jeu. Effectivement, dans notre catalogue, on a quelques jeux one-shot dans lesquels il y a juste un livre, et c'est prévu dès le départ, mais quand on s'engage sur un jeu, on s'engage sur une gamme. En fait. Parce qu'un univers, à un moment donné, il a besoin d'être développé. On ne peut pas juste sortir, à mon sens, on pourrait s'arrêter à un manuel de meneur et un manuel de joueur et un bestiaire. Ça, on connaît. Et nous, on a envie de développer les univers, les créatures, et vraiment que les gens ils se plongent à l'intérieur et qu'ils ouvrent une porte et il n'y a pas juste des règles de jeu. Il y a vraiment des systèmes politiques, des façons de vivre, des cultures, des peuples, et donc du coup ça leur donne vraiment des armes ou des aliments on va dire pour vraiment faire leur compote là et jouer leur truc à fond quoi, d'avoir un maximum de choses pour que ça alimente le meneur mais que le joueur ait une vraie immersion dans l'univers qu'on propose. Donc le suivi de gamme globalement, oui c'est jusqu'à épuisement de l'univers on va dire. Ou épuisement du joueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un objectif à lancer un nouveau financement et donc à livrer aussi les souscripteurs une fois par mois en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une quinzaine de jeux dans notre catalogue et que si on veut faire du suivi de gamme pour chacun d'eux, régulier, il faut que tous les mois on puisse en proposer un nouveau en fait, pour continuer à faire vivre cette gamme. C'est vrai qu'on pourrait se dire sortir un livre par mois, c'est facile, beaucoup d'éditeurs le font, sauf que le jeu de rôle, en tout cas ce qu'on propose chez Agathe, c'est pas un livre. Il y aura toujours plein de suppléments, on va souvent aussi avoir des couvertures collector, mais on va avoir aussi beaucoup d'accessoires. Les accessoires, oui, ça va être des boîtes, mais ça va être aussi des figurines, des dés, ce sont des types d'accessoires qui demandent énormément de logistique en amont. Une figurine, c'est la designer, c'est faire un moule, c'est 4 mois de travail juste pour pouvoir déclencher la production de masse des figurines. L'année 2025, elle a été, comme toutes les années, très importante pour nous, parce que chaque année, on crée des choses. Ça a été dense, comme à peu près toutes les années, mais en même temps, tellement riche en expérience, encore une fois, que on attend juste l'année suivante, en fait, pour continuer de se projeter et juste d'avancer. Et c'est vrai que, de fait, très concrètement, en 2025, on a finalisé la livraison de tous nos anciens projets, pour certains qui étaient très anciens. C'est comme une sorte de bascule, la fin d'un cycle, et on sent bien qu'on entre dans quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que là, oui, le fait d'avoir trouvé une sorte de point d'équilibre, c'est aussi un sentiment d'accomplissement. On arrive mieux à se projeter. Et je pense que d'ailleurs, tout ce qui va venir, on a très hâte d'y aller, parce que c'est comme si on le sentait, c'est plus concret. 2026, ça va être le moment où on va pouvoir aussi déployer ce qui est pour nous notre nouveau rythme de croisière. Comme le studio a une organisation très organique et qu'on évolue régulièrement, là, le studio de création, on espère juste pouvoir encore plus le déployer, proposer encore plus de choses en création. Parce que oui, on a beaucoup de gammes qui sont de la traduction de licence et qui sont avec des partenaires avec qui on travaille de manière très étroite. Mais nous, on a aussi nos propres créations et le studio de création sert à ça, quoi. Et donc forcément, il y a plein de choses qu'on attend de développer. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y aura aussi bien des nouveaux projets, des nouveaux univers, mais on va quand même faire beaucoup de suivi de gamme. On va avoir une année avec un ratio quasiment équivalent entre les nouveautés et le suivi de gamme. Et on va continuer à travailler sur les jeux que la communauté aime, que ce soit Brancalonia, que ce soit Draconis, Dragon. Ce sont des gammes qu'on a cœur à continuer et qu'on va continuer à proposer.
Et ça va être excellent, parce que ça va être vraiment très varié et il va y avoir j'espère, pour notre public autant que pour nous, ce goût pour découvrir la curiosité de tous ces univers tellement différents les uns des autres. On va aller aussi bien sur des petits projets indés complètement délirants, aux super projets énormes de KPDP héroïques. On va vraiment avoir une diversité assez extraordinaire cette année. Acheron Game, qui est un éditeur italien, qui est un partenaire de longue date du studio Agathe. Cette année, on va faire et continuer plusieurs de leurs gammes. Acheron Game, son projet éditorial, c'est de prendre les grands morceaux de la culture italienne et de les adapter en jeu de rôle. C'est quelque chose qui nous a tout de suite plu, parce que très souvent dans le jeu de rôle, c'est les univers anglo-saxons qui sont traduits en français et qu'on connaît très majoritairement. Et nous, dans notre catalogue, ça a vraiment un sens de continuer à faire ça et de continuer à proposer en France ces choses, tous ces jeux qui n'ont pas d'équivalent en fait. Il n'y a aucun équivalent à Brancalonia, qui est un jeu fantasy qui est inspiré de la culture italienne, qui est un jeu assez incroyable. Brancalonia là, qui va arriver avec un triptyque. On va avoir le bestiaire. Le bestiaire dans l'univers de Brancalonia, c'est aussi un livre de cuisine parce que les monstres, une fois que tu les as tués, il faut les bouffer. Et il va y avoir un compagnon dans lequel on va avoir des nouvelles espèces jouables, des nouveaux archétypes de classe et également des lieux très emblématiques de l'univers de Brancalonia dans lequel dérouler nos futures aventures. Et le troisième livre qui va être une campagne. Il y a aussi Eluvaton, qui est un jeu de gangster cartoon. Inspiré de l'âge d'or des cartoons italiens et américains. Ça se passe dans un quartier de New York dans lequel les joueurs vont interpréter des gangsters cartoonesques. Si tu aimes Roger Rabbit, tout cet univers, je pense que tu vas retrouver dans ce jeu complètement déjanté. One Shot aussi, c'est un jeu tout en un. C'est un jeu très rapide à prendre en main, accessible vraiment à tout le monde. Les cartoons, ça parle de toute façon à tout le monde. Et avec un système de jeu assez sympa, dans lequel on joue avec un jeu de poker. Et on va également travailler cette année sur Apocalypse, qui est la suite spirituelle d'Inferno. C'est leur nouveau jeu, c'est un jeu one-shot, une adaptation de l'Apocalypse selon Saint Jean, donc un texte biblique, dans un jeu tout en un. C'est l'Armageddon, c'est l'Apocalypse. Et les joueurs jouent des survivants qui vont devoir prendre parti dans une guerre entre les anges et les démons. C'est un jeu qui est conçu pour la 5e édition et qui va te permettre de déclencher l'Apocalypse dans ton univers. Donc le premier livre, le guide de l'Armageddon, c'est un livre univers. Ça te décrit ce qu'est l'univers après l'ouverture des sceaux, les factions en présence, les villes importantes, les survivants, comment créer ton personnage aussi dedans. Et puis le deuxième livre, les monstres de l'Apocalypse, c'est un bestiaire qui va adapter un peu toutes les créatures bibliques au système 5e édition et qui va donner des antagonistes ou potentiellement, pourquoi pas, des alliés aux joueurs dans leur campagne. Alors 7e mer, c'est un jeu de rôle de KPDP.
Mer, c'est un jeu qui est sorti à la fin des années 90. La première édition, c'était l'Europe de la Renaissance. La deuxième, c'était la Terre de la Renaissance, entre guillemets. Le jeu propose d'incarner des héros, des personnages qui sont très forts. Donc un univers qui est très facile à prendre en main, parce que ça se joue sur des œuvres de culture populaire que tout le monde connaît. L'aventure de cette troisième édition, elle a commencé avec un sondage auprès de la communauté 7e Mer. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? On va reposer une base un peu différente de celle de la seconde édition. Le but, c'est pas de chambouler le lecteur, mais c'est juste de faire une nouvelle proposition. On joue des héros, on est très fort et très fort dès le départ. Et c'était aussi le parti pris de la deuxième édition, de manière beaucoup plus poussée. Là, la demande de la communauté, ça a été de revoir ce système, de remettre un peu de suspense dedans, et donc de s'inspirer de ce qui avait été fait pour la première édition, donc le système Roll and Keep. On jette plein de dés, mais on n'en garde qu'une partie. Ça va nous permettre de faire des actions très héroïques et pleines de panache, mais potentiellement aussi, pourquoi pas, de rater. 7e Mer, 3e édition, ce sera quoi? Ce sera déjà une boîte d'initiation. Tu as un kit de découverte librement téléchargeable. Dedans, tu as le système, tu as des personnages pré-tirés et tu as un premier scénario. Ce premier scénario, c'est le premier scénario de la campagne. C'est celui qui va t'amener à sauver le roi de Castille. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera dans la campagne. Avec ça, il va y avoir un certain nombre d'accessoires qui vont être proposés pour essayer d'augmenter un peu l'expérience de jeu. Il y aura un livre de base autonome qui permettra de jouer très rapidement. Et si tu es meneur, tu as ce deuxième livre, Les secrets de la 7e Mer, qui va t'offrir une chronologie, qui va donner les grandes dates clés, la description de toutes les sociétés secrètes, des focus sur chaque nation et sur chaque continent du monde aussi. Ce qu'on propose aussi, c'est de nouvelles illustrations. Ces couvertures, elles ont un point un peu particulier, un peu singulier, c'est qu'on les construit un peu comme des affiches de films. On voit les différents protagonistes principaux. On a une énergie qui tourne entre ces personnages-là, les couleurs, et en même temps, juste traduire le côté, on va faire un film ensemble. En fait. Donc ça veut dire quoi si tu es un fan de la deuxième édition et que tu as acheté tous tes livres? C'est-à-dire que tous tes livres, ils ne sont pas obsolètes. L'univers qui est dedans, c'est toujours le même. Dans la nouvelle édition, nous on propose une évolution de la chronologie 10 ans plus tard. Donc si tu joues à la deuxième édition, tu as deux cadres de jeu. 1668, c'était la deuxième édition, ou 1678, et tu joues où tu veux, soit l'un, soit l'autre, soit entre les deux, tu auras une chronologie qui permettra de te placer. Si tu es un nouveau, avec ce nouveau livre de base, tu peux juste découvrir 7e Mer. En fait. Ce que l'on cherche à faire, c'est que les joueurs, en jouant à 7e Mer, ils se sentent puissants. On n'est pas le sbire de Jack Sparrow, on est Jack Sparrow. Vous serez héroïque, vous serez plein de panache, ça va être classe. Ça annonce qu'on rentre là-dedans, quoi. On va faire du cap et d'épée, on va sauter, ça va exploser de partout. C'est vraiment le but de faire un peu des choses un peu folles, quoi. Après avoir travaillé des années sur Tainted Grail, on est vraiment très heureux d'annoncer un nouveau partenariat avec Hurricane Realms. Nous allons proposer l'adaptation en jeu de rôle de Nemesis. Nemesis, c'est un jeu de plateau avant tout, où l'humanité a fini par coloniser le système solaire. Il y a des colonies sur Mars, sur Vénus, et un jour, un objet interstellaire vient expulser la Lune de son orbite. Malgré tout, l'humanité est résiliente, et certains voyagent, découvrent l'espace, et à un moment donné, ils vont tomber sur une forme de vie extraterrestre, et elle est très hostile. Avec le jeu de rôle Nemesis, l'objectif, ça va être de permettre aux meneurs de jeu de commencer très vite à jouer et aussi de créer un pont avec le jeu de plateau. Et en fait, on va le faire avec un tutoriel, c'est-à-dire qu'en gros, tu commences à jouer et tu découvres les règles en même temps. Ça va être aussi de commencer le jeu in media res. On se met autour de la table et on joue direct. Donc on va plonger les joueurs là-dedans et ils vont se retrouver avec leurs personnages et essayer de comprendre ce qui leur arrive. Le jeu de rôle va aussi présenter une campagne, clé en main. Il y aura d'un côté un jeu de rôle classique, multijoueur, et d'un autre côté le solo, qui va sortir en même temps et qui va d'ailleurs interagir
avec le jeu multijoueur. Ça va permettre une double porte d'entrée dans l'univers. Le jeu de rôle Nemesis, il puise dans de nombreuses inspirations. Un petit côté cyberpunk sur les bords, avec des grosses corporations qui possèdent des grands navires. Il faut voir une sorte de mélange entre Alien, évidemment, et aussi Blade Runner. On va explorer le lore, comment ça se passe sur Terre, de quoi on parle avec ces créatures extraterrestres, le pourquoi du comment, et donner tous les outils aux meneurs pour pouvoir créer ses propres histoires. Draconis, c'est l'univers de Shane, et nous, notre travail, ça a été de l'adapter en jeu de rôle. Shane, c'est une illustratrice qui a beaucoup de talent. C'est une illustratrice qui est spécialisée aussi dans la technique de l'aquarelle. Elle a développé son univers de mignons dragons. Nous, derrière, on a développé l'univers sur la base de ce qu'elle avait construit pour rajouter de la politique, des intrigues, vraiment juste faire en sorte que ça devienne un jeu de rôle. Draconis, c'est un univers que l'on développe en 5e édition. C'est un univers dans lequel on joue des humains qui vont découvrir tout un univers feel good dans lequel on va retrouver une myriade de dragons, que ce soit du dragon libellule à l'entité déifique qui va régir tout un pan entier de la magie. Et chaque dragon a sa petite problématique à résoudre. Parce que concrètement, il se passe quelque chose dans cet univers-là. Et nous, en tant qu'humains explorateurs, on apprend à découvrir cet univers-là, la magie de cet univers, et à rentrer dans certaines problématiques pour les résoudre, juste par empathie et compréhension de ce qu'on ne connaît pas en fait. Draconis, c'est une bonne porte d'entrée pour un jeune public parce que c'est un univers non violent. On n'est pas là nécessairement pour aller taper du dragon, non, on va être là pour les comprendre. Ça va vraiment être un univers lumineux dans lequel les joueurs vont pouvoir découvrir le jeu de rôle. C'est un jeu très initiatique. Et cette année, on propose la suite, le suivi de gamme de Draconis avec Créature 2. C'est dans ce livre qu'on va pouvoir sortir de la région du Velk. On va aller explorer la jungle, le désert. On va également retrouver des dragons emblématiques de l'artbook de Shane que nous n'avons pas traité jusqu'à présent. Et ces dragons, ils auront aussi leurs propres problématiques. Et là, on pourra aussi découvrir potentiellement de nouveaux archétypes, des nouvelles manières de jouer. C'est un livre dans lequel on va proposer aux joueurs de nouvelles options. Il y a des nouveaux dragons, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on arrive ailleurs. Donc on sort un peu de cette zone de confort dans laquelle on a commencé à explorer, et hop, on découvre tout un nouveau pan de l'univers. Il y a cette rencontre incroyable avec ces créatifs suédois, le Stockholm Cartel. Ils nous ont fait confiance pour amener en français Morkborg, qui a marqué les esprits quand il est sorti, de par sa proposition artistique, mais aussi au niveau du design. Enfin, d'ailleurs, le pitch du jeu, c'est ça, c'est un fléau clouté dans ta face, tu vois. De la mouvance qu'on appelle OSR, ça veut dire Old School Renaissance. Donc en gros, c'est un jeu moderne dans son apparence, dans son propos et dans
sa manière de jouer aujourd'hui, mais qui cherche à émuler, à reproduire ce qu'on avait dans les jeux à l'ancienne. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est old school, c'est-à-dire un côté un peu déjanté, un côté très libre et aussi très simple et facile d'accès, quoi. Pour nous, travailler sur ces univers, c'est pas tant de les amener en français, c'est de participer à la création. Donc c'est déjà le cas avec Morkborg, c'est en cours, c'est la Légion de Lutèce. C'est un corpus de règles, de monstres, de légendes, d'objets. Ça va être très amusant à faire, d'aller chercher des idées, d'agencer des concepts entre eux et de voir aussi comment les membres de la communauté vont s'emparer de ça et qu'est-ce qu'ils vont te donner en échange. Tu vas pouvoir prendre des choses très simples en termes de mécanique de jeu, les amener dans ton jeu et de rencontrer aussi des auteurs, de leur donner la place pour s'exprimer là-dedans, mais aussi des membres de la communauté. Et on va essayer aussi d'aller chercher des gens en dehors de la sphère du jeu de rôle pour aller voir du côté de la BD, du roman et de voir comment ces créatifs vont s'emparer un peu de cet univers, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et logiquement, on a voulu continuer l'exploration et proposer au public français Cyborg. Cyborg en particulier, il permet de jouer des univers futuristes, cyberpunk, déjantés, assez marrants. C'est un jeu que moi je trouve très fun et qui permet donc d'explorer une immense ville qui s'appelle Psy et qui est une sorte de mégalopole cyberpunk gangrénée par à peu près toutes les formes d'abus et de violence, etc. qu'on peut imaginer. Les points importants des règles sur Cyborg en particulier, c'est à peu près les mêmes que les autres jeux en Borg, comme on dit, et notamment Morkborg qui est le grand frère, enfin la version médiévale classique du jeu. En gros, c'est un jeu très facile à jouer, où les personnages sont également faciles à créer. La plupart des scénarios, justement, sont plutôt des one-shots, même si les mini-campagnes ne sont pas impossibles à faire. Et on va, avec des règles très simples, comme ça, créer des personnages à base de tables aléatoires, à base de quantité de micros add-ons, de micros options qu'on n'est pas obligé d'utiliser, et qui viennent toutes se greffer sur, finalement, un cœur de règle qui est très simple, c'est 1 des 20, et puis un modificateur qui va de -3 à +3, et qu'on confronte à un degré de difficulté, ça rappellera des souvenirs à pas mal de monde. Le côté collaboratif est important dans le jeu, mais il est aussi en option. On n'est pas complètement obligé de jouer les uns avec les autres. On est aussi des mercenaires qui sont finalement dans des groupes de fête qui peuvent très bien tirer leur épingle du jeu individuellement. Le gros intérêt de Cyborg, c'est d'être un jeu qui est facile à utiliser, qui est très modulaire, donc pour lequel il est très facile d'écrire des add-ons, d'écrire des morceaux de règles, et donc tout le monde peut s'en emparer comme il veut. Et puis également, c'est interopérable, ce qui veut dire qu'on peut combiner le jeu lui-même avec ce qu'on aura inventé, ce qu'on aura écrit soi-même, et puis avec les autres jeux en Borg, par exemple Morkborg. Si on veut faire des crossovers cyberpunk et doom metal médiéval, et ben c'est complètement possible. Dragon, Fateforge, c'est une très grosse aventure. C'est un jeu de rôle médiéval épique. Il y a de la sword and sorcery dedans. On va visiter un univers immense qui s'appelle Eana. Et le cœur de ce jeu, c'est aussi cet univers flamboyant, avec toutes ces civilisations. C'est notre deuxième grande création et c'est une sorte de lettre d'amour au médiéval fantastique. Évidemment, on peut citer Tolkien, mais aussi Donjons & Dragons. On vient s'appuyer sur cet héritage pour donner un petit peu notre version. Et ça se traduit par 2 grandes tétralogies. Il y a effectivement, dans la première tétralogie qu'on a faite, on présente en gros au moins 3 univers, on représente plusieurs régions en fait, de cette grande carte qu'on a illustrée. Et là-dedans, on propose tout un tas de contenus, des objets magiques, des peuples, des nouveaux archétypes, et des créatures qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer ou avec lesquelles interagir. La seconde tétralogie, on a continué d'explorer l'univers d'Eana, cette fois-ci du côté inframonde, donc tout ce qui est vraiment lié au souterrain avec sa propre magie, ses propres archétypes de classe. On a vraiment déployé aussi des problématiques qui concernent le dessous de la surface, quoi, tout ce qui est le chancre et la sublimation. Et après avoir
sur cette deuxième tétralogie, découvert tout ce qui se passe dans les profondeurs de la Terre, on va proposer une troisième tétralogie qui va clore ce cycle-là. Parce qu'on souhaite aussi aller vers un épisode final qui sera une grande campagne. La troisième tétralogie de Dragon va poursuivre l'exploration du monde des nains. Le 9e livre de la gamme, qui débute cette troisième tétralogie, va explorer notamment les îles éoliennes. C'est quelque chose qui est assez spécifique à l'univers des Anna, c'est une sorte d'île volante avec toutes sortes d'inventions magiques. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été seulement esquissé jusque-là, et que là on va pouvoir développer. Et aussi le monde des fées, tout ce qui relève du merveilleux, de toutes ces créatures et qui, même si elles sont discrètes, en fait, quand on commence à regarder de plus près, incarnent une partie vraiment importante de l'univers et peuvent jouer un rôle de premier plan. Et le but, c'est de proposer encore une fois aux joueurs une expérience variée parce que comme Eana est un monde riche en culture, en peuples, en espèces, enfin plein de choses, là on continue de développer ça pour juste que le joueur puisse dire ok, j'ai trop envie de visiter les îles barbaresques, j'ai trop envie d'aller dans les îles éoliennes, ok, le merveilleux c'est mon délire, le bosquet j'y vais, on va faire une campagne là-dedans, ça va être génial. Et donc du coup, on continue juste d'alimenter en fait cette communauté qui est déjà à fond là-dedans parce qu'elle avance dans son histoire et elle a besoin de continuer à engranger de l'univers pour s'alimenter en permanence et surtout pouvoir proposer à ses joueurs un maximum de panels d'ambiances différentes pour continuer à jouer, à vivre l'expérience Dragon. J'étais en vacances, c'était durant l'été, et puis Nel m'a passé un coup de fil et il m'a dit voilà, j'ai une proposition pour toi. On aimerait se lancer sur le jeu de rôle Tainted Grail et on aimerait que tu fasses partie de cette aventure. Tainted Grail, la geste d'un monde mourant, c'est pas simplement une déclinaison en fait de l'expérience jeu de plateau en jeu de rôle. L'idée pour nous c'était vraiment de développer l'histoire qui a été esquissée dans les jeux de plateau, à savoir qu'au travers des différentes boîtes d'extension qui existent, en gros on a une chronologie qui couvre un millénaire. L'envie est venue de proposer une histoire qui viendrait s'inscrire pleinement dans cette chronologie établie et qui permettrait aux joueurs historiques du jeu de plateau de découvrir un nouveau pan de l'histoire de Tainted Grail et surtout d'investir l'île d'Avalon à un moment qui n'a jamais été abordé dans la chronologie. Donc nous, le jeu de rôle, il se passe 100 ans après les événements du premier jeu de plateau. L'île d'Avalon, elle est retournée à un état presque sauvage parce que l'humanité a été vaincue et on se retrouve avec quelques poches de survivants disséminés aux 4 coins de l'île qui font tout leur possible pour survivre aux différentes menaces présentes et reformer un semblant de civilisation. Les joueurs sont appelés à incarner ce qu'on appelle des gardiens d'Avalon, donc qui sont des individus qui peuvent avoir des trajectoires humaines très différentes mais qui ont tous été choisis par la fortune pour guider l'humanité dans ces temps d'adversité. Et maintenant, on a devant nous différents projets qui se profilent. Le premier, donc, c'est Vie et mort en Avalon, qui apporte de nouveaux modules de règles et surtout beaucoup de scénarios parce qu'on sentait que la communauté voulait qu'on puisse un petit peu développer tous les ressorts scénaristiques et les pistes amorcées dans le livre de base. Et après ça, on va pouvoir proposer un cycle narratif, donc une grande campagne qui va se déployer sur plusieurs actes et qui permettra vraiment de suivre les péripéties d'un groupe de gardiens
gardien d'Avalon, qui est confronté à une nouvelle menace sur l'île. Donc le prochain chapitre de cette aventure éditoriale, c'est le Bestiaire, qui est un ouvrage qui présente en fait un catalogue des différentes menaces, autant humaines que surnaturelles ou animales, et qui permet donc de voir un petit peu l'étendue des profils et des adversaires qui peuvent se dresser sur la route des personnages, avec à chaque fois un profil pour les différentes créatures et des modules de règles qui permettent d'une part de créer ces antagonistes, mais aussi de réutiliser les figurines qui existent pour le jeu de plateau et de simuler les différents combats qui sont assez nombreux quand on joue à Tainted Grail, parce qu'on vit un moment où il y a énormément de dangers et la composante affrontement était pour nous assez constituante de l'ADN de Tainted Grail et de ce qu'on voulait présenter dans le jeu de rôle. Je suis très enthousiaste sur cette année et très curieux de voir aussi ce que ça va donner. Et donc, voilà, si ça a fonctionné une année, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas une deuxième, mais ça reste un challenge quand même, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus, quoi. Il y a aussi ce côté de... on a enquillé pendant 15 ans et un certain nombre d'expériences, et c'est vrai que tu recommences un peu à zéro sur certains projets avec tout ça dans tes bagages, mais tu as cet autre regard sur tous les aspects du métier. Et on va rien devoir lâcher si on veut pouvoir respecter tous nos engagements. Ça va être la course, mais ça va être génial. Non, ça va être une année très complète, pleine de défis aussi, pleine de surprises, parce qu'il y a des choses dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont déjà dans les cartons. Donc c'est des nouvelles thématiques qui juste ouvrent de nouvelles portes en termes de création, et genre juste, c'est encore la fête, quoi, ça va être trop bien. Oh putain, c'est trop bien.